Anne-Marie Femme, tu travailles depuis plus de 25 ans dans le domaine de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Tu as occupé plusieurs postes de leadership au courant de ta carrière et depuis presque 9 ans, tu es au Centre canadien de la diversité et de l'inclusion, appelé aussi le CCDI. Et où Oui, est-ce que tu es maintenant de vice-présidente au niveau de l'engagement? Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. merci beaucoup, Kim. Anne-Marie, pour commencer, est-ce que tu peux me parler un peu plus de toi, de ton rôle et la mission du CCD? Oui, bien sûr. Alors, en tant que vice-présidente de l'engagement, je travaille avec les employeurs, les écoles, les groupes communautaires et les partenaires pour vraiment démontrer l'importance de la diversité, de l'inclusion, de l'accessibilité, de l'équité dans tous les sphères de la société, dans tous les milieux de travail. Et je pense qu'en tant que d'un des leaders du CCDA, je joue un rôle clé dans la promotion de l'antiracisme, du leadership inclusif, du développement du sentiment d'appartenance dans les communautés aussi. Alors moi, tu sais, Kim, je suis aussi immigrante de première génération. Donc je suis née au Vietnam et à l'âge de 3 ans, notre famille a déménagé en France. J'ai grandi là-bas pendant 12 ans. Donc, tous mes amis, mes communautés, c'était tous des Français, Françaises. Et, euh, et c'est là où j'ai appris le français, en fait. Et puis après, à l'âge de 15 ans, notre famille a déménagé au Canada. Et donc, on est à Calgary depuis là. Donc, en fait, je suis au Canada maintenant depuis 40 ans. Euh, j'ai toujours comme bénévole ou comme travailleuse, fait du travail dans la diversité et l'inclusion, puis ça fait partie de mon identité et de mes valeurs. Alors, au CCDI, on continue de faire ce travail-là, moi et tous mes collègues. Et vraiment, le CCDI, c'est un organisme de bienfaisance qui a été fondé en 2013. Et notre mission, c'est vraiment de bâtir un Canada plus inclusif. C'est une mission très simple, mais très, très importante. Et vraiment, on, on vise à créer comme une société où chaque personne est traitée avec dignité et respect. Et que tout le monde peut avoir un accès équitable aux opportunités, au travail et aux ressources. Donc, vraiment pour nous, on voit la diversité, l'équité, l'accessibilité, la justice, l'inclusion. Ce sont des faits essentiels pour renforcer les milieux de travail et pour vraiment promouvoir ces valeurs comme un atout et non un obstacle. Et on parle beaucoup d'inclusion en entreprise, ce qui est une bonne partie de votre rôle aussi d'intervenir auprès des entreprises. Mais Oui. pourquoi, toi, selon toi, c'est pas suffisant si l'accessibilité n'est pas intégrée dans tous les niveaux euh, Mhm. d'inclusion, en fait. Donc, Ouais. tu sais, Ouais, on non, parle c'est beaucoup d'accessibilité, on parle beaucoup d'inclusion, mais c'est l'accessibilité reste quand même un aspect très important. c'est un aspect très important et quelquefois on n'en pense pas toujours Non. d'abord à l'accessibilité, c'est ça. Donc, l'inclusion en entreprise, vraiment, c'est une démarche essentielle, mais sans accessibilité, les personnes en situation de handicap, qu'ils soient physiques ou sensoriels, cognitifs ou même invisibles, parce qu'il y a beaucoup de cas qui sont aussi invisibles, ces personnes-là continueraient de faire face à ces obstacles qui pourraient les empêcher de participer pleinement à la vie professionnelle. Ils pourraient avoir beaucoup d'atouts, beaucoup de talents, mais si l'environnement est pas accessible, ils pourraient pas vraiment travailler à fond plein
et de participer pleinement à cette vie-là. Donc, il y a beaucoup d'obstacles, par exemple, comment trouver un emploi, comment garder l'emploi et comment obtenir une promotion dans l'entreprise. Alors, la plupart du temps, ces obstacles, je pense qu'ils peuvent être liés à un manque d'accès physique, social ou technologique. Aussi, tu sais, tout le monde a des réseaux, ok? On a tous des réseaux personnels ou professionnels, mais est-ce qu'ils ont accès à des réseaux professionnels? Euh, et aussi, est-ce que ces entreprises ont des politiques internes qui ne tiennent pas compte de la réalité de vie de personnes en situation de handicap? Alors oui, il y a vraiment, ça peut donner des conséquences concrètes au travail comme peut-être une exclusion involontaire. OK? Euh, donc, par exemple, si les bureaux, les salles de réunion ne sont pas accessibles, surtout par exemple dans les bâtiments, dans les vieux bâtiments, peut-être qu'il n'y a pas de rampe, d'ascenseur, des toilettes qui ne sont pas adaptées. Ça exclut les personnes qui ont une mobilité réduite. OK? On doit penser, j'ai dit tout à l'heure, à la perte de talent, mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la santé mentale de ces personnes-là? OK? Parce que quand on se heurte constamment à des obstacles, ça génère du stress, de la frustration, et même c'est ce sentiment que je peux pas faire de mon mieux, c'est difficile. Peut-être que aussi ces sentiments d'inutilité. Et ça nuit vraiment à l'engagement des employés et à la culture aussi. Donc, euh, pour moi, l'accessibilité, c'est très, très, très important. Ça doit faire partie de l'inclusion. Quand on parle de l'inclusion, c'est aussi l'accessibilité. Et je Comment pense on peut aussi, définir en termes la différence entre l'inclusion et l'accessibilité ensemble? Ça fait partie. Mais comment hmm, est-ce qu'on peut les distinguer oui, oui, parce que l'accessibilité, c'est... OK, donc l'inclusion, pour moi, je dirais que c'est la création d'une culture qui promeut l'équité, Ah, ok, qui célèbre, qui respecte, qui accepte toutes les différences, ok, dans tous les niveaux. Donc l'inclusion, ça parle de, euh, euh, par exemple, du genre, de la race, de l'âge, de toutes les religions, euh, les traditions spirituelles, et ça parle aussi de l'accessibilité. OK? Donc, l'accessibilité, c'est une des dimensions de l'inclusion. Et quand on parle de l'accessibilité, pour moi, c'est, euh, euh, tu sais, le CCDI, on a un glossaire de termes sur l'EDI. Et donc, on le définit comme la qualité d'un édifice, une installation, une structure, un programme, une activité, une ressource, un produit, etc., qui est facilement utilisable et où la mesure dans laquelle quelque chose est facilement utilisable par une personne en situation d'un handicap ou de plusieurs handicaps. Et donc, c'est comme ça que nous, on définit l'accessibilité ou avoir des programmes ou des services accessibles. tantôt, tu as mentionné, j'ai coupé un petit peu rapidement, mais un peu avant, tu avais mentionné qu'est-ce qui était invisible aussi, que c'était important d'en tenir compte. On parle, quand on parle d'accessibilité, d'inclusion, on a tendance, oui, à parler des religions, des races, des différentes cultures aussi, de tout ce qui est physique. Mais on parle pas assez, je trouve, de tout ce qui est invisible dont, par exemple, la neurodiversité, qui est un bon exemple, le décalage dans les adaptations qu'il y a à faire ou les prises en compte aussi. La neurodiversité est souvent oubliée ou tout ce qui est invisible n'est pas visible. Qu'est-ce qui Mhm. bloque encore aujourd'hui pour que les personnes neurodivergentes
en milieu de travail puissent pas, ils sont pas obligés de se dévoiler, mais puissent se sentir bien accueillis. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est tabou? Oui, Kim, c'est une très très bonne question et on remarque en fait quand on parle avec les employeurs à travers le Canada, c'est que il y a de plus en plus d'employeurs qui veulent parler de la neurodiversité, qu'ils veulent mieux comprendre comment créer des milieux de travail plus inclusifs et plus respectueux, plus engageants pour les personnes avec la neurodiversité. Et peut-être avant de commencer à faire ça, je veux juste donner des exemples des conditions de la neurodiversité, comme par exemple l'autisme, OK, ou le TDAH, qui est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les exemples comme la dyslexie, la dyspraxie, le syndrome de Tourette. Et donc, ça, c'est des exemples, mais il faut aussi penser ok, à notre esprit, comment on pense à cette neurodiversité. Ce n'est pas des troubles à corriger. Non, 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 du tout. C'est très important de vraiment changer comment on pense à ça, si on pense négativement à ça, OK? Mais il faut mieux penser que comme c'est des variations naturelles du cerveau humain. OK? Et donc, quand on est gestionnaire, quand on travaille avec des collègues ou des clients euh, 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 qui sont différents de nous, OK? Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut vraiment penser que la plupart du temps, dans les milieux de travail, il y a la manque de compréhension et de formation. OK? Donc, si on ne sait pas comment faire du bon travail avec eux ou elles, est-ce qu'on peut parler avec les groupes de ressources humaines pour vraiment avoir plus de formation, avoir plus de dialogue, peut-être inviter des experts de groupes communautaires comme ton groupe, Kim, pour vraiment mieux comprendre, avoir des exemples concrets, comment créer des politiques et des pratiques plus inclusives pour eux et elles. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi la stigmatisation ou la peur du jugement. euh, euh, parce que s'ils comprennent pas, peut-être que c'est le jugement négatif sur ces personnes-là. Hein? Alors ces personnes-là, s'ils cachent leur diagnostic parce qu'ils ont peur d'être perçus comme moins compétents ou un peu trop compliqués, c'est vraiment dommage pour l'entreprise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont neurodivergentes, qui ont beaucoup de talent Oui. dans le milieu de travail. C'est juste que peut-être le talent, il est un petit peu différent. Voilà. Mais il y a un non-retour aussi dans la personne qui se dévoile. Il n'y a pas de retour en arrière, dans le Mm. sens que si elle dit sa différence, elle ne veut pas être identifiée par ça, elle ne veut pas qu'on la prenne peut-être par pitié. Donc, oui, il y a la réduction que ça peut créer ou un malaise, mais c'est pas, elle le dit parce qu'elle se sent en confiance ou elle le dit, elle va le dire parce que c'est nécessaire ou c'est le besoin, elle n'a pas le choix de le dire, mais c'est pas naturel encore dans les entreprises qu'un employé va le dire ouvertement, Mhm. surtout quand c'est invisible. Quelles sont C'est les ça. bonnes pratiques pour favoriser cette ouverture-là, autant dès le recrutement et aussi pour les personnes en situation de handicap, euh, qu'elles puissent mieux se vendre. On parle d'handicap invisible, mais on parle aussi d'handicap visible dans le sens que Oui, ceux qui prennent l'opportunité, créent leur propre opportunité pour approcher par eux-mêmes d'accord. l'employeur. Mais il y a un petit courage, là, pas un courage.
mais il y a un petit drive là-dedans, mais pour mieux se vendre au-delà du handicap. Et quelles sont les bonnes pratiques de l'employeur doit mettre en place pour créer un climat de confiance, pour mettre à l'aise ces personnes-là Mhm. d'être eux-mêmes et de se vendre à leur meilleur potentiel. Non, ce sont des bonnes questions ici. Et peut-être je vais commencer avec l'exemple de neurodivergence parce que Oui, vraiment, euh, euh, la plupart du temps, on ne comprend pas vraiment les atouts des personnes qui sont neurodivergentes. Donc, par exemple, une personne qui est dyslexique, et je connais des gens qui sont dyslexiques dans ma vie, oui, euh, peut-être qu'ils ont des défis avec la lecture. Mais ils sont super dans la pensée visuelle, par exemple, où tu sais, quand tu veux résoudre des problèmes et qu'on on parle des problèmes ensemble, ils ont des bonnes solutions. Ils ont comme un angle de perspective qui est vraiment différente quelquefois. Et donc, ça crée des nouvelles idées, de l'innovation dans les milieux de travail. Donc, je veux juste donner un ou deux exemples comme ça pour vraiment, pour nous aider à ouvrir notre esprit au potentiel des personnes qui sont différentes de nous, hein. Comme la créativité, euh, tu sais, euh, peut-être que quelqu'un peut pas rester attentif très très longtemps s'ils ont le TDAH, mais peut-être qu'ils ont beaucoup d'énergie et ils sont très créatifs, hein. Alors, moi, je connais aussi des gens dans ma famille qui ont le TDAH et je te dis, oh my goodness, c'est vraiment incroyable ce qui nous offre une vie beaucoup plus riche et avec beaucoup plus d'expériences qu'on n'imaginait pas avant. OK? Donc, je voulais juste donner quelques exemples comme ça pour vraiment penser, OK, avec notre esprit ouvert, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme environnement pour vraiment non seulement respecter la dignité des différences oui, euh, cognitives ou visuelles ou physiques, mais comment les intégrer, les inclure dans notre vie les du matin au accueillir. soir, à la maison, dans les rues, dans les bâtiments publics et au travail. Ouais. C'est Et vrai, donc, la diversité est super, super intéressante. Puis qu'est-ce qu'on peut créer comme pratique pour qu'elles se sentent à l'aise de se dévoiler ou d'expliquer leur plein potentiel. Puis tu me fais rendre compte aussi que c'est important pour la personne de se connaître, c'est, mhm, elle c'est peut pas ça. toujours avoir un diagnostic, mais de se connaître est important parce que tout ce que tu viens de dire, elle peut le dire, cette personne-là, lors d'un pitch. Pourquoi me prendre moi? Ben, parce que j'ai un TDAH, donc c'est naturel pour moi d'être hyper créative. Donc, de mettre Mhm. en avantage, mais l'employeur quand même doit avoir certaines pratiques pour que la personne se sente à l'aise de parler Oui, de sa différence et de mieux la vendre à son plein c'est potentiel. ça. C'est ça. Oui, j'allais répondre à cette question peut-être pas en disant que une des leçons peut-être les plus importantes que j'ai appris c'est comment je peux me présenter comme leader Ah, avec vulnérabilité et en laissant les gens savoir que moi aussi j'ai des biais et que j'apprends chaque jour à les reconnaître et à les surmonter. Donc, quand tu travailles avec les autres, comment tu peux créer cette culture d'inclusion? C'est une culture d'humilité OK. et de partager, de faire des échanges personnels. Parce que quand on fait ça, euh, ça permet de créer un environnement où les gens se sentent plus courageux pour s'exprimer sur ce qu'ils peuvent faire au niveau individuel ou en groupe afin de créer un milieu de travail plus accessible et plus inclusif. Donc, c'est pourquoi l'accessibilité ne doit pas être perçue comme juste un simple ajout technique ou logistique. Et il y a beaucoup de pratiques qu'on peut ajouter comme des rampes, des ascenseurs,
euh, l'écran technique et tout ça. Mais c'est aussi, il faut penser que l'accessibilité, c'est aussi une posture humaine et organisationnelle. Une OK? question d'attitude. C'est une question d'attitude. Alors, écoutez activement les besoins des employés. Si quelqu'un ne parle pas aussi souvent, s'ils ne répondent pas à nos questions, si on leur donne une date limite de travail et on voit que ça marche pas, on peut leur demander, écoute, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as besoin de plus de soutien? Est-ce que la façon dont on fait ce travail ne marche pas pour toi? Comment est-ce qu'on pourrait corriger ça? Donc, avoir cet esprit ouvert, demander de bonnes questions sans jugement, c'est très important. Et quand on entend toutes ces perspectives, de remettre en question les normes établies qui peut-être favorisent certains groupes au détriment d'autres. Ok. Et on peut le faire à tous les niveaux, à tous les rôles qu'on a. Donc, tu n'as pas besoin d'être un leader, tu peux être un collègue, tu peux être au niveau technique, tu peux faire des services avec les clients, n'importe quoi, n'importe quel niveau. Et, euh, et encourager les leaders, euh, les ressources humaines, d'adapter les politiques et les pratiques pour qu'elles reflètent une diversité de réalités. Parce qu'on sait ce qu'on sait, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est ça. Alors, c'est ça. La culture, ça commence avec moi-même. Ça commence avec mon changement d'esprit, mon changement d'attitude, comme tu l'as dit, d'écouter attentivement, d'avoir de l'humilité, de reconnaître que je ne suis pas parfaite. Surtout si tu es leader, c'est encore plus important de reconnaître ça parce que ça ouvre la porte à des discussions entre nous. Une Et personne. puis, tous ensemble, on peut vraiment avoir en face euh, comme l'engagement et, la- et le pouvoir d'adapter ces politiques et ces pratiques ensemble. C'est pas juste quelque chose que le leader dit qu'on doit faire, mais on comprend que c'est quelque chose de collectif qu'on doit faire ensemble. Oui, effectivement. Puis une personne en situation de handicap, elle peut avoir aussi d'autres identités, ben identité, mais tu sais, une personne en situation de handicap peut être une personne d'identité de genre. Ensuite, peut avoir d'autres différences en même temps qu'en étant en situation de handicap. Il y en a qui vont avoir comme cinq, six réalités en même temps. Donc, si c'est une personne qui a une paralysie cérébrale, qui a une surdité en même temps et qui est immigrante, Mhm. euh, c'est plein de choses en même temps. Comment est-ce qu'un employeur peut prendre conscience de toutes ces réalités-là? Comment est-ce qu'on peut le sensibiliser à toutes ces réalités-là? C'est très important de penser à ça parce que les identités sont très complexes. Oui, Et tu peux avoir deux personnes qui ont la même situation de handicap, mais leur expérience est complètement différente. OK? exact. Tu as donné un exemple là, mais je vais donner quelques autres exemples pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, l'intersectionnalité. Euh, c'est vraiment la manière dont différentes identités sociales, comme le handicap, le genre, l'âge, la race, l'orientation sexuelle, le statut socio-économique, les conditions dans notre famille, ok, se croisent et ça influence l'expérience d'une personne. Ok, donc une réfugiée ayant une situation de handicap cognitif et une maîtrise limitée de la langue française, des problèmes très uniques pour elle. Ok? Une mère noire dont l'enfant est en situation de handicap et qui est elle-même dyslexique peut faire face à des barrières liées à la fois au racisme, au sexisme et au capacitisme. Oui, Ok? Donc, il faut vraiment penser à la complexité de nos identités et comment on peut s'adapter. On pense souvent d'adaptation universelle qui pourrait marcher pour tout le monde. Et je pense que de créer des politiques, des bâtiments, des pratiques universelles, c'est très bien. Et aussi,
penser et s'adapter aux réalités uniques des personnes avec des identités complexes. Donc, il faut faire non juste une des deux, mais les deux ensemble. Et c'est ça qui crée plus de défis dans les milieux de travail, mais aussi, c'est très important, même s'il y a des défis, c'est des bons défis pour qu'on s'améliore un petit peu tous les jours. Alors, quand on se rend compte de cette intersectionnalité, ça nous permet de mieux comprendre les réalités complexes, d'éviter des solutions universelles qui ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques et de renforcer cette inclusion réelle en valorisant toutes les dimensions de l'identité humaine. Donc c'est ça, l'intersection, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours au milieu de travail. Euh, et quelquefois, je pense qu'une des réalités qu'on observe, c'est que les gens disent, c'est trop difficile, c'est trop complexe tout ça. On essaie de- on essaie d'améliorer notre plan de travail, de ce programme ABC. Et en plus de ça, tu nous donnes tous ces défis sur la complexité des gens dans ton milieu de travail. Et c'est trop pour moi. Donc, je pense qu'une des choses qu'on devrait vraiment faire, c'est comme de faire le breakdown, tu sais. On ne doit pas tout résoudre demain, mais quand on pense à créer des meilleurs programmes, des meilleurs services, de soutenir nos employés et de les garder, on ne peut pas faire ça sans penser à la diversité, sans penser à l'accessibilité, à l'inclusion. Parce que c'est ces concepts-là qui, en fait, vont nous aider directement à améliorer nos programmes, à améliorer nos services, avoir une meilleure entreprise au niveau social et économique. Et donc, tout est relié. Et on doit juste aider les employeurs et les leaders, les gestionnaires à comprendre comment tout ça s'est relié. C'est pour ça que cette entrevue est tellement importante, Kim, pour partager nos connaissances et nos expériences avec les autres. Oui, exact. Tantôt, tu as mentionné au départ de l'entrevue l'écoute et la richesse de ces personnes-là. Donc, ceux qui rencontrent plusieurs défis en même temps, les écouter et prendre le temps de s'asseoir, prendre le temps de les écouter, ils peuvent apporter énormément d'innovation, de changements, souvent à très peu de frais importants parce qu'on les employeurs veulent bien faire. C'est intentionnel, là. En fait, c'est pas mal faire. C'est juste qu'il va y avoir certains préjugés, ah oui, on va embaucher une personne, mais c'est pas ça. C'est juste d'être à l'écoute des besoins de ces personnes-là pour trouver des solutions hyper créatives, hyper simples à des gros problèmes. Et les réponses sont souvent très faciles à mettre en place. Et on arrive déjà à la dernière question ensemble. Ça m'amène à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, dire à un employeur pour parce que j'ai l'impression que ces temps-ci, il y en a encore beaucoup, sont sensibilisés, reçoivent l'information comme on fait en ce moment, les Mhm. entrevues, ils en écoutent, mais ils savent jamais comment se positionner ou quelles sont les actions qui doivent par où commencer. Donc, ça Mhm. serait quoi ton meilleur conseil pour qu'une personne qui commence à être un employeur qui commence à être sensibilisé par le sujet, mais il sait juste pas par où commencer, comment le passer de je suis conscient à l'action. Mhm. Oui, c'est ça. Une belle question pour finir notre entrevue. Euh, Premièrement, je pourrais dire peut-être revoir les processus de recrutement. Comme employeur, comment est-ce que tu peux t'assurer continuellement que les offres d'emploi, les entretiens, les entrevues que tu as, les évaluations sont vraiment accessibles, équitables et sans biais? Et même avant de postuler sur le site web, tu sais, est-ce que
est-ce que l'offre est accessible? Est-ce que, Oui, ça, est-ce que les gens peuvent postuler de façon facile pour eux, pour oui, elles? Alors peut-être que on devrait offrir une communication, comme tu peux nous téléphoner ou envoyer un courriel si tu as des questions avant de postuler ou si tu as besoin de postuler d'une façon différente. Ça ouvre la porte à toute possibilité c'est vrai. et ça démontre au début que, comme employeur, nous sommes ouverts à la diversité euh, et à l'accessibilité. Donc, c'est très important de faire ça du début. Quand les gens commencent à comprendre ton entreprise et peut-être pensent à est-ce que je veux travailler avec eux ou elles. Donc, ça fait partie de la réputation aussi de l'employeur. OK? Donc, revoir le processus de recrutement, créer des pratiques qui sont beaucoup plus accessibles pour les gens qui veulent peut-être postuler. Euh, ça. Adapter les lieux de travail. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Comme tu as dit tout à l'heure, Kim, la plupart du temps, ces adaptations, ces aménagements ne coûtent pas plus que 500 $ en moyenne par personne. OK? C'est la moyenne. Donc, c'est pas cher du tout. Euh, la plupart du temps, c'est moins cher que d'avoir une chaise ergonomique qu'on offre à tous les employés. Oui, c'est vrai. OK? Ou une table. OK? Donc, franchement, c'est l'adaptation dans notre tête, dans nos pratiques, dans nos politiques qui vont inclure les accommodements raisonnables pour toutes les personnes. Et ça peut être des logiciels de lecture d'écran, ça pourrait être comme des horaires flexibles qui ne coûtent rien. Voilà. Euh, Ça pourrait être aussi un peu de changement de pratique. Par exemple, si quelqu'un est dyslexique, est-ce qu'on peut offrir des documents euh, dans d'autres manières, OK? Si lire c'est difficile, est-ce qu'on pourrait avoir une vidéo par exemple, OK? Ou utiliser le logiciel pour entendre le document et pas lire le document. Euh, et ça, ce sont des adaptations faciles à faire, OK? Et aussi sensibiliser et former le personnel. Donc, mettre en place des formations euh, sur l'inclusion. Même quand on a des réunions toutes les semaines avec les employeurs, ça doit pas toujours être une formation qui va coûter beaucoup d'argent, par exemple, mais c'est de parler de notre expérience. Et je pense que tout le monde a un petit peu d'expérience de vie personnelle dans la famille, dans la communauté ou avec un collègue ou un client. On peut partager ça pour vraiment comprendre si on a des préjugés inconscients euh, et mieux comprendre ces réalités intersectionnelles dont on a parlé tout à l'heure. Et finalement, je voudrais dire, n'hésitez pas à collaborer avec des experts. Travailler avec des organismes comme le tien ou comme nous, le CCDI, parce qu'on est spécialisé à améliorer les pratiques et les politiques et à mieux répondre aux besoins spécifiques des employés et des clients. Et quelquefois, on n'a pas toutes les réponses parce que la société, le milieu de travail évolue et change tout le temps. Mais on a des réseaux. On connaît des personnes qui pourraient être des experts sur quelque chose de nouveau. OK? Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide et de travailler avec des personnes comme nous et d'autres personnes et d'autres groupes aussi à travers le Québec et le Canada pour venir nous aider. Donc, en fin de compte, pour moi, c'est vraiment avoir l'esprit ouvert et le cœur ouvert pour mieux accueillir le changement, accepter les différences et créer des environnements de travail où chacun et chacune d'entre nous peut s'épanouir pleinement. J'allais justement te demander comment on allait conclure cette belle entrevue-là. Mais l'ouverture est hyper importante et comme tu dis, l'ouverture doit se montrer dès le départ.
dans le site web, dans les communications, de montrer l'ouverture va permettre à la personne qui a une différence de s'ouvrir plus facilement et de faciliter la réception des, des solutions concrètes qui peuvent être mises en place. Anne-Marie, femme, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te Et remercie beaucoup, Kim. Oui, ça fait c'était vraiment un plaisir de parler avec toi et de vraiment euh, avoir une conversation tellement importante pour le Canada, pour le Québec, de créer ce Québec et ce Canada plus inclusif pour tout le monde. merci. Merci beaucoup.